Tukwokwe Varys, un épisode qui, pour une fois, sera résumé dans l'ordre. Et c'est ce genre de structure que j'aimerais voir beaucoup plus souvent dans cette série, où vraiment on suit quelque chose de bien structuré, où on s'éparpille pas totalement. Il y a une première partie sur un groupe, une seconde partie sur un groupe, et une troisième partie un peu plus longue sur quelque chose de plus important, qui conclut bien la chose, quoi. Structuré, simple, c'est pas chiant à résumer, ça fait plaisir de temps en temps, ça, vous savez. Donc, ça va être la première fois que je vais vous résumer un épisode totalement dans l'ordre chronologique. Parfait, super, merci beaucoup. Bon, on commence avec Stannis et Davos qui se rendent à la bande de fer qui avait déjà été cité avant lorsque Tyrion s'occupait des comptes et même dans l'épisode précédent lorsque Tywin a indiqué qu'ils étaient en dette, c'est-à-dire qu'ils sont en dette par rapport à la banque de fer. C'est un petit peu eux qui gèrent les choses financièrement parlant et donc ils s'y rendent pour avoir un prêt afin d'être un peu soutenu par la banque de fer et de leur devoir quelque chose. La banque de fer qui n'en a cure de ce qu'il représente, de qui est le roi légitime ou quoi que ce soit, et qui considère juste les choses en chiffres. Qu'est-ce que ça représente niveau chiffres? Est-ce que ça peut nous apporter, etc. Et la situation de Stannis ne semble pas leur apporter, mais c'est là que Davos fait un petit discours comme quoi Stannis est du genre à tenir ses promesses et à bien payer les dettes qu'il doit, alors que c'est un petit peu la devise des Lannister, et ouais, il essaye de défendre donc le cas de Stannis en disant que du côté des Lannister, il y a quoi seulement Tywin comme dirigeant digne qui pourra vraiment les satisfaire, et sinon il n'y a rien qui peut leur promettre après. Hein. Dans ce qui suit après, il n'y a rien qui soit grandement prometteur. Et il dit, ouais, mais vous voyez, Stannis est encore dans la force de l'âge, alors que je sais pas, il a pas l'air d'avoir au moins 40 ans quand même, quoi. C'est pas non plus si jeune que ça, mais bon. Et ouais, lui, il pourra vous promettre mieux, sachant que, pareil, il n'y a rien derrière lui. Et apparemment, ils n'ont pas pris leur information partout, parce qu'ils devraient quand même savoir qu'il représente un nouveau dieu qui est pas bien vu par tout le monde, et que, ouais, sa famille est un peu cinglée, quoi. Sa femme a pété une durite, sa fille est difforme, donc ça se trouve, elle ne sera pas apte à bien se marier, à lui faire une progéniture, etc., etc. Donc oui, je sais pas trop, la défense de Davos tient moyennement la route, en fait. Mais apparemment, ça marche. Parce que il avait vraiment toute cette volonté quand il l'a présenté, et donc ça a convaincu la banque de fer qui leur a donné des sous pour pouvoir engager leur armée. Et donc rebondir, etc. C'était un peu facile et rapide. C'est bien d'appuyer, de mettre en avant la banque de fer qui est un petit peu une des forces qui dirige le pays, hein. À nouveau, c'est un peu comme dans dans nos pays modernes à nous, hein. C'est-à-dire que techniquement, on n'est pas tant dirigé par les hommes politiques qu'on élit que par les banques, les grandes banques qui se chargent de nous donner l'argent dont on a besoin. C'est elles qui, au bout du compte, décideront de pas mal de choses pour nous, quoi. C'est elles qui nous gèrent, qui tirent les ficelles derrière nous, hein. Ouais, c'est bien d'appuyer ça, quoi, d'appuyer ce côté, c'est la banque, la grande banque qui gère pas mal de choses, qui est un peu le grand Manitou. Après, ouais, je trouve que ça a été amené super rapidement, et si c'est pas parce que Davos fait un grand discours comme ça que ça devrait se résoudre comme ça, mais ça se résout comme ça. Ok. Maintenant, ils ont du fric. Il y a Davos qui peut engager son copain pirate. Il le fait. Et ils repartent. Voilà. Ils ont une armée maintenant. Ouais, c'est pas fameux. Sachant que j'imagine que l'armée en question, cette fois, ils vont s'en servir pour lutter contre les marcheurs blancs, normalement, puisque c'était un petit peu ce qui avait été promis à la fin de la saison 3. Enfin, j'espère, hein, quand même, ça serait pas logique sinon. On passe ensuite à Yara, qui est donc parti sauver son frère, en ayant découvert où se situait la citadelle, la forteresse de Ramsay, on ne sait comment. J'imagine que c'est ça qui a expliqué le fait qu'ils aient mis autant de temps, puisqu'il se passe quand même plusieurs semaines entre le moment où elle a reçu le mot et le moment où elle arrive. Donc j'imagine qu'elle a fait une enquête, on verra pas. Ce genre de truc un peu facile, je trouve. Et où elle donc attaque le fort de façon
furtive et s'infiltre, essaye de faire libérer son frère qui est dans une prison. Mais son frère a été tellement conditionné qu'il répond même plus au nom de Theon Greyjoy. Il dit ah non non non, je suis Schling, vous pouvez pas m'emmener, ma place est ici. Ça ameute Ramsay et compagnie, qui y a un petit combat rapide. Je fais ça rapidement parce que je vous cache pas que c'est pas qu'il y a beaucoup de choses bien à dire. Je trouve que c'est un peu facile ce truc, mais il n'y a pas beaucoup de choses énormément mal à développer non plus. C'est juste que ça met en place quelque chose et ça rend la partie autour de Yara assez inutile, assez dispensable maintenant. Puisque voilà, Yara se rend compte que son frère est complètement parti. Il y a Ramsay qui décide à un moment donné de lâcher le chien, son chien de garde, et Ellipse, ils sont en fuite en partant sur leur bateau après ça. Voilà, on les verra pas fuir le chien ou quoi que ce soit, et aucune transition, ellipse, on se bat, et puis bon, c'est plus à peine maintenant, Theon est mort. Je me suis rendu compte qu'il était plus là, mon frère. Voilà, c'était le grand arc de Yara qui a fait tout ce chemin pour rien. Merci, c'était cool. Ouais. Alors, c'est pas inutile puisque ça sert un peu à cimenter que Theon est complètement conditionné et pris totalement dans son rôle de Schling au point où il ne peut plus envisager autre chose, quoi. Je suis le serviteur de ce maître-là, il n'y a que lui qui compte. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, même quand il se montre un peu gentil avec lui, Ramsay, il est surpris et c'est genre une des plus grandes joies qu'il éprouve parce que, ah mon Dieu, mon maître se montre gentil avec moi. Surtout avant de lui demander un service. Je voudrais que tu joues un rôle, j'ai besoin de toi pour m'aider à m'emparer d'un certain château, j'imagine que c'est Château Noir, ou peut-être le château des Greyjoy, j'en sais rien, et pour ça tu vas devoir jouer un rôle, celui de Theon Greyjoy. Voilà, donc tu vas devoir jouer un rôle pour moi en tant que bon petit toutou, etc., etc. Et donc c'est très intéressant, quoi. C'est-à-dire il est tellement sorti du personnage qu'il était avant au sein de la saison 3 que maintenant il n'arrive plus à s'imaginer comme étant autre chose que Schling. C'est assez fortiche, je reconnais, psychologiquement parlant. Après, ouais, ça rend totalement inutile, je trouve, l'intervention d'Yara, quoi. Le personnage de Yara ne sert à rien, en fait, par rapport à ça. C'était juste pour montrer ça. Ouais, on aurait pu totalement zapper le passage de Yara, on aurait pu limite dire qu'elle s'en foutait et qu'elle serait restée, et on aurait juste montré la scène où c'est le bon toutou qui est prêt à accepter de l'aider, et ça aurait été pareil. Voilà, ça rend cette espèce de truc, surtout qu'on a fait durer ça sur 6 épisodes, qu'on a attendu 6 épisodes pour faire une suite au moment où ah, je viens pour sauver mon frère, pour que ça se termine en queue de poisson super vite. C'est frustrant, je trouve. Ça pouvait promettre quelque chose, ça promet rien. Et puis j'ai le sentiment que j'espère que le château dont il parle, c'était Château Noir, parce que si c'est le château des Greyjoy, en fin de compte, ce que j'espérais un petit peu autour de Theon et Jon Snow, qui se retrouvent et qui puissent faire quelque chose, lier quelque chose par rapport à la mort de Robb Stark et d'une grande partie de la famille Stark, eh ben ça n'amène à rien, quoi. Ça aussi, ça vienne pas. J'ai peur que ce soit ça en fait, et qu'il soit utilisé pour des dessins un peu simples. Parce que si c'est juste pour que ça tourne autour de la maison Greyjoy, ben je redis ce que j'avais déjà dit avant dans la saison 2, je les trouve pas grandement intéressants. Hein. C'est juste des profiteurs qui veulent attaquer les Stark dans le dos pour avoir leur terre, tant qu'ils étaient affairés ailleurs. Maintenant qu'ils sont plus là, bah, c'est juste un conflit entre les Greyjoy et Bolton. Et le clan Bolton, et je vous cache pas qu'ils sont pas non plus ultra intéressants, hein. Je vous cache pas que c'est pas un conflit que je trouve palpitant, qui j'ai envie de voir gagner entre les deux, hein. C'est une bande de connards les uns comme les autres. C'était que le meilleur gagne. Voilà, donc je m'en fous un peu de ça. Ce qui est intéressant, c'est la mentalité de Theon, comment ça pourrait évoluer, et si c'est pour montrer qu'en fait il a quasiment plus aucune attache par rapport à sa famille, et qu'en fin de compte ça va juste rester le bon toutou, ben ouais, j'aurais le sentiment qu'on va juste faire régresser. Pour le faire régresser,
Ce serait cool que ça remonte un petit peu, qu'on fasse un autre rebondissement dans un sens différent pour lui, pour qu'il y ait une espèce de satisfaction derrière ça. Sinon, ce serait frustrant. Voilà. Mais voilà, sur le coup, c'était pour appuyer que Theon est maintenant schlingue, il est à fond dans son rôle de schlingue, et quand il va devoir se faire passer pour Theon Greyjoy, ce nom lui dira vraiment rien d'un point de vue personnel en fait. Ok, c'est pas mal là-dessus. Pour le reste, c'était dispensable. En tout cas, dernier morceau avant de passer au grand au passage principal, autour de Daenerys, qui donc règne sur Myrine. J'imagine qu'elle va essayer un petit peu de gérer ce qu'il y a aux alentours aussi, hein, les autres coins où les maîtres ont repris le pouvoir, mais pour l'instant elle essaye de se concentrer un peu sur Myrine, puisqu'il y a des tonnes de choses à régler maintenant, on peut pas se barrer comme ça. Et ouais, déjà une des premières choses à dire, c'est que ces dragons sont un petit peu récalcitrants, si j'ose dire. Un nouveau ado rebelle et ils se contrôlent pas, ils ont décimé un champ de moutons, hein, si je peux dire ça comme ça. Voilà, et donc le berger vient se plaindre, dire ses doléances, comme quoi ses moutons sont plus là, il a plus de quoi vivre, donc elle promet de le rembourser. Après ça, une autre doléance, c'est un mec qui vient lui dire que son père était quelqu'un de juste, il voulait pas qu'on crucifie les enfants esclaves au dehors, mais bon, comme il faisait partie des nobles, on l'a crucifié quand même avec eux. Et donc, il comprend un petit peu ce qui est fait et se dit ce qui est fait est fait, mais est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, faire preuve de pitié, de clémence et libérer ceux que vous avez crucifiés pour pas qu'ils pourrissent au soleil comme ça et qu'on puisse les enterrer, ne serait-ce que mon père. Et après un peu de réflexion, elle accepte de rendre le cadavre de son père à ce type pour qu'il l'enterre. Et ça appuie un truc que j'apprécie là-dedans, ce côté tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, qui j'avoue, n'était pas ultra appuyé du côté de Daenerys. Voilà, c'était appuyé de façon ultra poussée au stade de dire qu'il faut mieux être un connard qu'un type bien pour s'en sortir dans ces situations-là. Mais là, ça appuie le côté non manichéen de façon moins en pleine gueule, histoire de dire que oui, il y a certaines actions, même si on les pense justes, ça peut amener des problèmes à certains et c'est pas 100% juste. Ça appuie le fait que son désir de justice n'était il y a 2-3 épisodes de ça, lorsqu'elle a crucifié les nobles qui ont crucifié eux-mêmes des enfants esclaves, et ben c'était pas non plus une décision 100% juste et bonne, et qu'il y a vraiment des nuances. Et j'apprécie ça. D'autant plus que ça montre aussi qu'il y a énormément de choses à corriger, et que c'est pas en libérant rapidement une cité que les choses vont s'arranger, vu qu'il y a des centaines de doléances qui viennent après ça. Donc elle a beaucoup de boulot sur la planche, il y a du pain sur la planche à faire. C'était pas mal pour appuyer ça. C'était pas mal. Bien, on va passer maintenant au gros morceau, hein, celui qu'on attend tous, à Port-Réal, où le procès de Tyrion va enfin avoir lieu. Hein. Ces 2 semaines ont paru très longues. Et ouais, avant ça, on a une petite réunion du conseil qui parle donc rapidement de Daenerys, qui s'est installée et qui a vraiment engrangé une armée et un pouvoir important, et donc il faut vraiment qu'on pense à elle, qu'on s'occupe d'elle. Ils pensent pas trop marcheurs blancs, ils en parlent pas de ça. Et aussi, ils évoquent rapidement Sandor, donc le limier, qui a été repéré, et donc ils augmentent la prime sur sa tête, quoi. Maintenant, ça va être un homme de plus en plus recherché, et donc ça amènera des dangers pour lui et Arya, j'imagine, par la suite, lorsqu'on les reverra. Voilà, c'est bien d'appuyer ça, c'est cool. Mais bon, le plus important maintenant, c'est le procès. Le procès. Et il y a quelque chose de très similaire dans cet épisode avec l'épisode 2 de cette saison même, où il y a pas mal d'éléments à part, de segments à part qui sont pas mal ou parfois quand même assez discutables, et où il y avait cette espèce de grands moments de consécration qui duraient genre un quart d'heure, 20 minutes, autour du mariage de Geoffrey dans l'épisode 2. Et là, c'est le procès de Tyrion pour le meurtre du Geoffrey qui a eu lieu dans ce mariage. Donc, il y a un parallèle qui est assez évident à faire là-dedans. Et c'est à peu près aussi frustrant dans le sens où le reste plombe un petit peu ça. Parce que cette partie-là est très forte, hein, je le dis tout de suite, et où il y a une espèce
de petits trucs à la fin, une petite conclusion de fin qui me gêne un petit peu. Enfin bon, on va y venir tout de suite, tout de suite. Donc le procès a lieu. Tyrion est emmené devant tout le monde et sous les regards inquisiteurs de toute la foule qu'il considère comme un traître, personne ne le voit en bien et ça fait partie des trucs qui m'ont toujours un peu gavé en fait. Depuis la fin de la saison 2, tout le monde s'en branle de ces hauts faits. Il a participé au combat, il a grandement aidé à gagner, mais tout le monde s'en branle. Et lorsqu'il est accusé, la personne ne met sur le tapis ce qu'il a fait. Et c'est un truc que j'apprécie, c'est repris par la suite. On n'a pas oublié ça, mais voilà, ça montre le côté volage des gens et j'en sais rien, peut-être que comme les autres fois on renvoyait ça, c'était une foule désignée, triée un petit peu sur le volet pour pas que ce soit seulement des partisans de Tyrion, mais et c'est tout ce que j'espère, mais j'ai le sentiment qu'on veut montrer que les gens sont des connards ingrats qui oublient totalement les bonnes choses qu'on a fait pour eux, apparemment. Et si c'est ça, ben j'ai un peu de mal, quoi. J'ai un peu de mal. Je pense quand même qu'il y a le concept de reconnaissance qui devrait être un petit peu plus mis en avant, à deux, trois moments quand même. Je trouve que la reconnaissance, c'est une qualité forte et qu'on peut retrouver même dans les pires cas. Et le fait qu'on montre une telle ingratitude de la part de quasiment tout le monde dans cette série, c'est un peu dommage. Hein, les rares fois où il y a ces sentiments de reconnaissance, c'est là que ça me fait plaisir, mais c'est souvent noyé sous euh, cette marée d'ingratitude, et là ça se voit particulièrement. En tout cas, ouais, ce procès se passe un peu de la façon dont on s'imaginait, c'est-à-dire que tout est contre Tyrion. On n'appelle que des témoins qui lui en veulent, c'est-à-dire déjà le garde contre qui il s'était battu dans la saison 2, contre qui il se disputait dans la saison 2, qui a une dent contre lui, check. Le maître Pycelle, qui bien entendu l'accuse d'être très certainement le mec qui a empoisonné le vin de Geoffrey. Hein, d'ailleurs, on revient un petit peu sur le corps du bouffon qui a été trouvé, et donc on se dit ah tiens, le poison qui a été utilisé, c'est un des poisons qu'on m'a pris après qu'on m'a enfermé injustement dans la saison 2 etc., etc. Et juste un truc, est-ce qu'à un moment donné il va crever Pycelle? J'espère vraiment. Je trouve qu'un vieux connard comme ça, au bout d'un moment, ça me ferait plaisir de le voir crever. Ah, bon, ce serait pas aussi jouissif que Geoffrey, mais quand même, hein, il y aurait une petite satisfaction, hein, une petite satisfaction avec ça. Ce serait cool. Enfin bref, après, on a un passage avec Cersei qui nous raconte à un moment donné, il a dit qu'il se vengerait de moi, donc ça veut dire que c'est ça. À nouveau, hein, toujours aussi posé cette femme. Il y a Varys qui s'y met lui aussi, en rapportant des choses un peu compromettantes qu'il a dites. J'imagine que qu'il est un peu forcé par Cersei. Mais ouais, quoi, ça fait un peu mal au cœur de le voir s'en prendre à Tyrion alors qu'il avait de l'estime pour lui et qu'il pensait vraiment que c'était quelqu'un qui pouvait faire grandement pour le pays. Et ouais, il y a une petite pause, la séance est levée pendant un petit moment, et il y a Jaime qui montre un peu l'attache qu'il a envers son frère. À nouveau, on voit que c'est un peu le seul de la famille Lannister qui est un peu attaché à Tyrion et qui veut pas que son frère meure parce qu'ils sont un peu proches, et donc il promet un petit peu à Tywin de faire ce qu'il voulait qu'il fasse au début de cette saison, c'est-à-dire abandonner la garde, donc renoncer à ses vœux de célibat et de chasteté, parce que quand on est dans la garde, on a un vœu de, je sais pas si de chasteté, j'imagine que c'est ça, et comme ça il pourra aller à Castral Rock et perpétuer le nom des Lannister, puisqu'il n'y a pas grand monde pour le perpétuer à part lui. Donc voilà, il se dit ok, Tywin dit ok, je ferai en sorte que lorsqu'il sera très certainement jugé coupable, lorsqu'il me demandera le pardon, je l'enverrai porter le noir au mur, comme ça il pourra survivre. Si tu tiens parole, voilà. Donc à nouveau, hein, Lannister qui se font des promesses, Lannister paye toujours leur dette, etc. Seulement voilà, lorsque le procès reprend, le dernier témoin en date, c'est Shae, qui apparemment n'est pas parti. Et alors, j'espère qu'on donnera un peu plus d'explications à ce qu'elle fait. Peut-être qu'on la force un petit peu. Si ça se trouve, elle a été capturée à un moment donné, donc elle avait le choix, soit elle témoignait contre lui, soit elle mourait, ou elle se faisait torturer, ou un truc comme ça. J'espère
Parce que la seule autre possibilité, ce serait qu'elle se pointe au procès de façon plus ou moins volontaire pour s'en prendre à lui parce qu'il a osé rompre avec elle. Parce qu'elle aurait mal pris le fait qu'il l'aurait considéré juste comme une autre pute qui l'aurait connue et c'est tout. Sachant que, sans vouloir être vexant, il me semblait qu'elle était un peu intelligente. À sa place, ce serait un peu évident qu'il aurait dit ça pour la forcer à partir. Si elle a vraiment cru ça au premier degré, elle est conne, hein. Vraiment, elle est conne. Donc j'espère vraiment que c'est pas ça, c'est pour ça que je le dis. Hein. La raison pour laquelle ça l'a préhistoré, ce serait de se rendre compte que il serait vraiment prêt à tout pour la voir partir et qu'il ne considère pas que c'est que leur couple vaut le coup d'être mis à l'épreuve avec ce qui peut leur arriver. Et donc c'est pour ça qu'ils seraient prêts à aller jusqu'à la renier pour ça. C'est pour ça que je pense, en tout cas c'est comme ça que j'avais interprété leur rupture il y a quelques épisodes de ça. C'est-à-dire que ouais, il a osé m'insulter, dire que je représentais rien pour lui. Je pense pas qu'il le disait en le pensant, mais ça veut dire qu'il est vraiment prêt totalement à renoncer à moi et à ne pas laisser une chance à notre couple parce que il estime que je suis pas assez bonne pour ça. En n'hésitant pas à employer des mots assez injurieux pour ça aussi, ça compte un petit peu. Mais voilà, je pense qu'elle serait assez intelligente pour se rendre compte qu'il n'avait pas dit ça au premier degré. Parce qu'à ce moment-là, elle est complètement conne, je suis désolé. Hein. Donc voilà, là je sais pas, hein, on verra un peu par la suite, peut-être que ça me donnera tort et que ce sera juste... Et on l'a forcé à faire ça, quoi. Vraiment, on l'a totalement forcé à faire ça et elle se rattrapera peut-être par la suite, peut-être qu'elle aura enfin une importance. Parce que je veux dire un truc, le fait qu'elle joue un rôle là, le fait qu'elle participe à ça, c'est pour faire sortir Tyrion de ses gonds, ça sert à faire sortir Tyrion de ses gonds. Mais honnêtement, je vais te dire, elle serait pas là, vous auriez pu mettre ça en place d'une autre façon, sans que son personnage ait un rôle à jouer. Je veux dire, c'est fort en termes de signification, je suis tout à fait d'accord. Mais déjà, on aurait pu amener ça sans elle. Ça aurait peut-être eu un peu moins de force, je le reconnais, mais on aurait pu amener ça sans elle. Mais surtout, ce sera gâché par la fin, hein, sur laquelle je vais revenir. Mais bon, ça amène à ce que Tyrion... On est assez, quoi. Se rendre compte du fait que, malgré tous les bons efforts qu'il a fait, en dépit de tout ce qu'il a essayé de faire pour arranger les choses, pour être conciliant, etc., tout le monde finit, à un moment donné, par se retourner contre lui. Et donc, il y a ce moment où il en a marre, etc., où il balance ses 4 vérités à tout le monde. Genre, j'aurais dû laisser Stannis vous tuer tous. C'est le procès contre moi parce que je suis né nain. Enfin, toute ma vie, j'ai ressenti ce procès-là. Et là, c'est le pic. Lorsqu'il parle à Cersei, il dit « Lorsque j'ai vu ton fils mourir, ton sale connard de fils mourir, ça m'a procuré plus de joie que 1000 putes. » C'est super fort. Et c'est vraiment un truc que j'ai adoré dans cet épisode, quoi. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de grands moments de Tyrion. Un petit peu... dans la saison 2 où il montre vraiment le plus de self-control possible, en dépit de toutes les merdes qui lui tombaient dessus, de toutes les vacheries que lui faisait Geoffrey. Mais il y avait plus, en dehors de ça, il y avait plus grand chose depuis la saison 3, la fin de la saison 2, de grands autour de Tyrion. Et donc c'est cool d'avoir ce moment très fort autour de lui, qui le met bien en avant et durant lequel on sent énormément de peine pour lui, sur sa tristesse, sa peine du moment, et sa colère, sa rage qui se ressent très fortement. Je veux dire, le personnage fait très bien ressentir ça, et lorsqu'il gueule ses 4 vérités à tout le monde, punaise, pris dedans, hein, j'ai adoré ça. Il y a un léger problème par contre, c'est que à la fin, qu'est-ce qu'il fait Tyrion? Bah la même chose qu'on fait à chaque fois. Je demande un duel judiciaire. Je demande la facilité scénaristique pour moi. Ok, si vous n'avez pas de problème avec ça, tant mieux pour vous, mais pour moi c'est la grosse facilité de merde, quoi. Et ça amoindrit tout ce qu'on vient de voir. Parce que, honnêtement, qu'est-ce qui l'empêchait de faire ça dès le début? Je veux dire, le mec, il se rend bien compte que c'est une farce ce procès, qu'on fait en sorte que tout soit contre lui. Il se rend bien compte que, dès le début, c'est râpé pour sa gueule.
il pourrait pas le faire depuis le début à ce moment-là. Pourquoi il s'emmerde à attendre d'être complètement en rage après que tout le monde se soit retourné contre lui pour le faire, s'il pouvait le faire depuis le début, quoi. Donc cette espèce de grand moment où il se met face à son père en disant « Oui, je ne vais pas suivre vos règles, je vais juste laisser les dieux décider, je demande un duel judiciaire. » C'est censé être vu comme un grand moment d'affirmation contre l'autorité de sa famille et tout, mais moi ce que j'y vois c'est juste « Ah tiens, on réutilise la bonne facilité scénaristique que vous aviez depuis le début. » Que vous auriez pu utiliser dès le début. Je m'étais dit, vous savez... que comme c'était un cas très particulier, la mort du roi, ce genre de procédure un peu facile, rapide, n'était peut-être pas de mise. Oh, il y avait quelques exceptions qui faisaient que on pouvait faire un procès sans duel judiciaire, hein, sans que le duel judiciaire soit une possibilité. Mais non, 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 même pour ça, on peut demander un duel judiciaire. Ok. Très bien, très bien, très bien. Je suis désolé, ça a amoindri grandement l'intensité de la chose. Alors que c'était super fort, hein. Vraiment, hein, le moment où tout tombe sur lui, où il se dit merde, j'aurais dû vous laisser crever, j'aimerais tellement être le monstre que vous voudriez que je sois pour pouvoir jubiler d'autant plus de ce qui vous arrive, etc. C'est super fort, un grand moment de personnage, et il y a ce moment de fin qui m'irrite un petit peu. On sait même pas qui contre qui, j'imagine que ça va être le grand suspense de l'épisode suivant. Alors j'en sais rien, je ne vois pas demander grand monde à part soit Bronn, soit Jaime pour le défendre. Si ça se trouve, ça va être un cas très particulier où, étant donné qu'il se sent seul, il voudra se battre lui-même pour sa liberté, ce serait pas étonnant. Et donc contre qui? Ben ça... Limite, si on veut être super vache et affreux, on pourrait le faire combattre Jaime, c'est-à-dire Jaime contre Tyrion. Tyrion veut se représenter tout seul et on force Jaime à être son adversaire. Là, ce serait super vache. Bon, on verra ça hein, dans l'épisode qui viendra. C'est un épisode bien foutu avec un grand moment, de grands moments autour de Tyrion. Et même ce qui est fait autour de Daenerys, j'ai apprécié. Le reste autour de Yara et de Stannis, j'ai trouvé que c'était pas super bien amené en fait. C'est pas que ça amène quelque chose de mauvais, mais en soi c'est pas super bien amené. C'est moyennement crédible. Et c'est dommage parce que ouais, le grand moment fort autour de Tyrion est super. Le moment autour de Daenerys passe pas mal. Et cette petite conclusion de fin. Mais bon, ça en fait un épisode bien, qui malheureusement n'est pas aussi génial qu'il devrait être. Parce que oui, ce grand moment autour de Tyrion, s'il avait été incrusté dans quelque chose de plus efficace, de plus fort, ça aurait pu faire un épisode génial. Mais bon, ça reste un bon épisode quand même. À bientôt pour l'épisode 7, on va voir comment ça va se conclure, comment va se passer ce duel judiciaire. Enfin, j'espère qu'ils vont pas faire durer ça 2 épisodes non plus. Ce serait quand même fort de café ça. À bientôt pour l'épisode 7, donc, bye.